C'est Justine Poivre, mais je crois qu'elle est aussi en partenariat avec Lilia Amourdin. Où est-ce qu'elle est? Qui n'est pas là aujourd'hui, mais Justine est là. Justine est là. Allez, Justine, venez. Alors, Justine, elle a travaillé sur un sujet qui a intéressé le jury. C'est la raison pour laquelle on a un 5e prix. Parce que d'habitude, il n'y en a pas 5. Il n'y en a que 4. Et là, quand même, ce sujet-là nous a interpellés et on a dit, allez, on va casser la tirelire. Le tribunal médiatique, une atteinte à l'intégrité de notre justice. Vous voyez à quel point, quand même, un sujet comme celui-là est d'actualité. Alors, la question que je voulais vous poser, la question 1, il y en a 3, hein. C'est l'influence des médias dans les affaires judiciaires n'est pas nouvelle. C'est sûr. On a commencé par l'affaire Dreyfus, l'affaire du petit Grégory, et plus récemment, l'affaire Mazin. Et les médias ont saturé l'espace public avec une nouvelle donne, c'est l'intrusion des réseaux sociaux. Alors, est-ce que ces réseaux sociaux, Justine, ne font pas peser un risque majeur sur l'indépendance de la justice? Si, il faut peser un risque majeur parce que les juges doivent être impartiaux, ça c'est le code de la déontologie, et avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on se fabrique une idée déjà avant même que le verdict soit rendu, et les juges ont accès à ces informations rendues sur les réseaux sociaux, et comme tout humain, ils se font une idée avant même de rendre leur verdict. Et donc les réseaux sociaux, oui. Ou une influence peut-être grandissante. Oui, et puis, par rapport à l'affaire Grégory, par exemple. oui. Alors, justement, à quelles conditions, selon vous, parce que vous avez travaillé sur le sujet, la justice pourra rester impartiale et équitable? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la justice puisse, je dirais, rester au-dessus de ces influences? Comment vous avez traité le sujet? Il faudrait déjà limiter les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est possible? C'est la question d'aujourd'hui. Possible, oui, je pense que c'est possible. Est-ce qu'après on le veut? Ça, je sais pas. Parce que c'est quand même compliqué, ça touche... Ça touche sans doute la formation aussi des magistrats. Oui. Hein? Il faudrait aussi rajouter une matière à l'école de la magistrature, apprendre à se faire une opinion à travers les réseaux sociaux, prendre en compte les... Prendre du recul, bien sûr. Alors j'ai une question subsidiaire, et celle-là, vous ne l'avez pas traitée dans votre dossier. Vous savez, l'IA, l'intelligence artificielle, bouscule tous les domaines, y compris la justice. Hein? Et même si l'IA n'est pas considérée comme un média, enfin je ne sais pas comment on peut le définir, mais en tout cas, ce n'est pas un média naturel, on voit bien quelle est de nature aussi à influencer la justice, à côté, évidemment, des médias. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est une nouvelle atteinte à l'intégrité de notre justice? C'est marrant que vous me posiez cette question parce qu'à l'université, je fais partie d'une clinique juridique. Une clinique juridique? Ah ben voilà, intéressant. Et j'ai reçu un client qui a eu un petit litige. Et au lieu d'engager un avocat, il a fait sa plaidoirie lui-même sur ChatGPT. Donc, il a gagné le procès? Non. Bon. Donc oui, ça porte atteinte à l'intégrité de notre justice parce que les avocats sont là pour ça, les juges sont là pour ça, ils ont fait des études, ils ont le contact humain, ils savent prendre en considération les pensées, les savoirs. Et l'IA, oui, c'est une grosse problématique, surtout dans la justice. Eh bien, merci Justine, vous pouvez l'applaudir. Je suis ici pour la représenter également.
Très bien, bah écoutez, vous lui remettrez son virement, c'est déjà sur le compte. Hein. D'accord. Depuis ce matin, 5h30 du matin. Et ça, c'est le vôtre. Merci beaucoup. Voilà, merci Justine. Merci. C'était Maëva Dezon, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là et c'est elle qui a écrit un essai sur les drones armés, alors entre avancées technologiques et défis éthiques vers une guerre sans limite. On sait que le sujet des drones est un sujet, effectivement, oui, les guerres auxquelles nous assistons aujourd'hui, finalement, font un usage aussi des drones. Elle a travaillé sur le sujet, elle a envoyé un petit mot pour dire à quel point, évidemment, elle regrettait de ne pas être là, parce que, bon, elle est prise par son stage au ministère des Armées, qui évidemment, n'a pas eu l'autorisation de venir aujourd'hui. Bon, j'avais préparé des questions pour elle parce que, je dirais, dans ce qu'elle avait dit, elle avait utilisé un mot qui m'a interpellé. Et je lui posais la question, les opposants aux drones, parce qu'il y a des opposants aux drones, hein, ils disent, voilà, ils parlent d'une déshumanisation de la guerre. Alors, je me suis dit, déshumaniser la guerre. Est-ce que, bon, c'est curieux quand même comme mot, mais enfin, on va le prendre sur un plan purement technique. Hein, je voulais savoir justement qu'elle nous explique en quoi une guerre, bon, était déshumanisée. Hein. Alors, elle disait aussi, bon, une guerre sans combat modifie le rôle originel du soldat. Parce que souvent avec les drones, c'est une guerre, on nous dit une guerre sans combat. Bon. Alors, je posais la question de savoir, dans ce contexte-là, que deviennent les principes traditionnels de l'éthique militaire, qui est quand même fondée sur le courage et la prise de risque. Et enfin, un sujet aussi qu'elle a très peu abordé, mais qu'elle a un peu survolé. Elle disait que l'emploi des drones se situe dans une zone grise du droit international. L'ONU, l'UE, la Croix-Rouge, elles plaident pour leur interdiction. Mais en même temps, la France alloue 5 milliards aux drones. Alors je lui demandais, mais comment on peut sortir de cette ambiguïté? En tout cas, je vous recommande la lecture de cet essai. Alors je ne peux pas lire tout ce qu'elle a fait là, mais je me suis employé à le résumer. Et donc, elle a fait vraiment un travail passionné. On a décidé de le primer en 4e prix, 750 €. C'est le rôle moral de l'officier au XXIe siècle. Alors, le constat qu'il avait fait, c'est de dire l'armée moderne, en proie à ses contradictions, ne sait plus choisir. J'ai trouvé d'ailleurs que dans cet essai, c'était quand même assez critique par rapport à une évolution. Il donne des exemples d'ailleurs, hein, dont l'un, quand il y a eu le Bataclan, il y a eu donc ces jeunes qui étaient prêts à intervenir, où leur hiérarchie a dit non, non, vous n'y allez pas, parce qu'on a préféré préserver la vie des soldats que la vie des gens. Alors il était très critique dans l'essai. Alors je lui disais, est-ce que c'est pas inquiétant au moment où, face à des menaces, hein, les pays se réarment? Alors il a pris des exemples dans notre histoire et il pointait les slogans des campagnes de recrutement. On n'entre plus dans l'armée pour défendre sa patrie, mais pour soi-même. Faites carrière dans l'armée. Voilà. La devise du GIGN, elle était « Sauver des vies au mépris de la sienne ». C'est devenu « S'engager pour la vie ». Cette analyse est assez fine, justement, de la communication qui est faite aujourd'hui, justement, sur les métiers militaires. Hein? Et puis, sur la dernière question que je lui posais, face à cette situation, vous mettez en avant le rôle de l'officier, lourd de responsabilité, mais l'inhibition
face aux risques de la société, que peut-il faire pour ne pas subir? Parce que je me référais à ce qu'avait la devise du maréchal de Latte de Tassigny, il disait « ne pas subir ». Mais sa conclusion sur le rôle de l'officier, moi je vous la recommande. Merci. Paul Guillemin est là. Saint-Étienne. Voilà. Alors c'est bien parce que quand il est là, moi je ne suis pas obligé de faire les questions et les réponses. Bien, alors l'intelligence artificielle et enjeux éthiques, qui est responsable? C'est une vraie question, effectivement, avec l'intelligence artificielle, et je crois que vous l'avez bien décrite. Alors, vous parlez de boîte noire. En quoi l'IA reste une boîte noire dont l'opacité pose un sérieux problème de confiance et de traçabilité? C'est-à-dire que depuis l'avènement des systèmes, des machines autonomes, de la robotique, etc., quand on crée des systèmes, on est conscient de la façon dont ils fonctionnent, puisque c'est les ingénieurs qui les créent, c'est les personnes qui les créent. L'intelligence artificielle, c'est quand même le tout premier système qu'on a réussi à créer, dont pour les gros modèles, dont on ne comprend pas complètement, entièrement le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on met en entrée, on nous demande des choses à l'IA, elle nous répond quelque chose, mais on ne sait pas expliquer pourquoi. C'est ce qu'on appelle le problème de l'explicabilité des modèles, qui est un problème très contemporain aujourd'hui, puisque ça pose de sérieux problèmes, notamment pour l'attribution de responsabilité dans le cas d'erreurs commises par l'intelligence artificielle. Bien, écoutez, vous dites aussi l'erreur est humaine. Exactement. Hein? Mais aussi algorithmique. Alors, quelles sont les dérives les plus préoccupantes de ce mouvement? Ah, quelles sont les dérives les plus préoccupantes? Alors, il y a eu beaucoup d'exemples d'erreurs critiques. Je pense notamment, puisqu'on en a parlé avant, au domaine de la santé, où il est arrivé quelquefois où il y a des diagnostics médicaux qui soient erronés. Dans certaines situations, c'est anecdotique, dans d'autres, ça peut être beaucoup plus grave. Et il y a eu des exemples où ça a été beaucoup plus grave. Aussi dans le cas de la justice, où il y a beaucoup d'exemples d'intelligence artificielle qui assistent les juges dans les décisions et qui des fois n'ayant pas connaissance complètement de l'affaire ou ayant des données biaisées, c'est un autre souci, peuvent se tromper et émettre des jugements un petit peu à côté de la vérité. Qui est responsable alors? Alors qui est responsable, c'est la grande question. Est-ce qu'on s'adresse aux développeurs qui ont créé l'IA? Est-ce qu'on s'adresse aux clients, à celui qui l'utilise et qui s'en remet peut-être aveuglément à la technologie? C'est une grande question à laquelle on n'a pas encore la réponse. Bon, on dit que la législation, la réglementation, face à la rapidité des évolutions technologiques, ça évolue avec lenteur. Oui, oui. Hein? Est-ce qu'on est condamné à subir ce retard? Et puis une expression que vous avez utilisée dedans, comment garder la main sur le volant? Ah oui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, déjà, en France et en Europe, on a une grande chance, où on a le pays, et du coup même l'Union européenne, où c'est le mieux encadré l'intelligence artificielle, comparé notamment, je pense, aux États-Unis ou en Asie, où c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est géré par beaucoup plus de sociétés et d'organisations privées. Donc en Europe, du coup, on a le AI Act qui est arrivé l'année dernière, qui ne cesse de se diversifier, de se concrétiser et de se préciser, qui est fait par des gens experts dans le droit, des ingénieurs, voilà. Et en France, on a beaucoup d'institutions qui sont très reconnues mondialement en intelligence artificielle, donc je crois, j'ai de l'espoir pour l'avenir. Donc vous êtes optimiste? Je suis optimiste, oui. Alors, pour vous, j'ai préparé une 4e question. Puisque vous l'évoquez à la fin. Oui. Qu'est-ce que la personnalité électronique pour les IA avancées? Alors, bon, en forme d'humour, hein, est-ce que vous allez créer une maison d'arrêt pour les logiciels délinquants? Ah oui, ça c'est la question de la personnalité juridique de l'IA qui avait été avancée l'année dernière, je crois. Alors pour être honnête, il n'y a pas eu énormément d'avancées sur ce sujet.
puisque dans ces cas-là, il est plus question de... En fait, quand j'ai lu les sujets, enfin les publications là-dessus, ce qui est très compliqué, c'est de redéfinir une question philosophique qui est très ancienne, c'est-à-dire qu'est-ce que la moralité et qu'est-ce que c'est que la personnalité. Parce que en fait, c'est la question principale à laquelle on se confronte quand on veut répondre à une question comme ça. Est-ce qu'on peut condamner pénalement une IA? Alors bien entendu que a priori non, directement quand on y pense comme ça. Et du coup la question c'est qui condamne-t-on directement derrière l'intelligence artificielle? Et voilà, donc tout ça c'est des questions de moralité et c'est plus des questions presque philosophiques que réellement très, très concrètes sur ce qu'on utilise aujourd'hui. Mais vous avez bien fait de terminer votre essai sur ce sujet-là, Merci. en ouvrant justement sur des perspectives. En tout cas, je vous félicite. Merci beaucoup. Et puis, comme je vous ai Saint-Étienne, hein. Ah oui. Mais voilà. la gouverneure du secteur. Il y a de la photo pour Saint-Étienne. Hein. Au deuxième prix, Antoine Bousse. Alors, Antoine, qui a rédigé, alors il est du district 1640, vous l'avez vu, il est de l'université de Rouen, et il a écrit de la technique à l'éthique. Quelle place pour l'accompagnement des familles dans les services de réanimation? Vous êtes médecin? Bientôt. C'est-à-dire En fin de 6e année de médecine, donc je serai interne en novembre, donc on va dire médecin en formation, docteur, quand on aura fini notre internat, c'est un peu compliqué à tout expliquer, mais disons qu'on aura des responsabilités véritables auprès des patients en novembre, donc dans mon cas prochainement. C'est bientôt. Donc c'est bientôt. Donc vous avez encore un peu de temps pour réfléchir. On a encore un peu de temps pour réfléchir, mais ça vient vite. Ça vient vite, ça vient vite. Bon. Alors en quoi la réanimation est un service éminemment éthique au moment où le lien, c'est ce que vous dites, hein, où le lien corps-âme disparaît au profit d'un lien corps-machine. C'est vrai, puisque en fait, la réanimation, c'est une discipline médicale qui est assez jeune et qui a pour but de pallier dans les situations ou des pathologies qui sont très graves, on utilise des techniques diverses et variées pour suppléer les organes qui ne peuvent plus faire leur travail correctement. Et aujourd'hui, on arrive par les avancées technologiques à, par exemple, suppléer chez un même malade hospitalisé les poumons par des ventilateurs, le cœur par de la circulation extracorporelle, le foie par de la circulation, de la filtration de toxines. On arrive à protéger le cerveau par différentes manières. En bref, on arrive en fait à maintenir en vie des gens et à arriver dans une situation où il faut vraiment sincèrement réfléchir aux limites et aux différentes implications que ces techniques ont pour l'après, et aussi sur, comme je vous l'aborder ici, sur le présent, sur les gens qui sont face à ces malades-là, et donc notamment leurs familles et leurs proches qui voient directement, parce que les malades généralement n'ont pas conscience de ça, puisque par leur état est altéré, et donc ils n'ont pas conscience de ça, mais c'est les proches qui ont conscience de ça. Et donc c'est pour ça qu'on est dans un des services qui, au quotidien, utilise l'éthique, parce qu'il est ancré dans le cadre de l'éthique professionnelle. Je pense que ça vous parle, tout ça, bien sûr. Alors vous soulignez effectivement l'importance du rôle de la famille dans le processus de réanimation. Vous vous rappelez que les familles ont des besoins et que certaines d'entre elles souhaitent participer aux décisions thérapeutiques. Alors, comment réagissez-vous face à ces personnes qui ont fait médecine sur Internet? C'est difficile, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on est de plus en plus confronté, de plus en plus fréquemment, et c'est pas facile. C'est pas facile à gérer puisque je pense que sur plein de domaines, on en a parlé juste avant et ça se voit que c'est un sujet d'actualité, mais la médecine en particulier, étant donné que ça touche à l'intégrité physique des gens, les gens ont tendance à dire je connais, je sais de quoi je parle puisque ça concerne mon corps. Mais malheureusement, on en a vu aussi, on l'a vu avec l'exposé qui nous a été fait juste avant, que
on aimerait que ce soit très simple, en réalité c'est très complexe et ça prend en charge de multiples facteurs. Et c'est parfois, du coup, les gens pensent savoir en ayant vu la médecine sur Internet, en ayant trouvé et pioché des infos sur différentes sources, mais en fait, et c'est pour ça que la formation est complexe, la formation est longue, c'est de savoir avoir une vision globale, une vision d'ensemble. Maintenant, c'est difficile de... Je pense que, un peu comme dans beaucoup de situations de la vie, la réponse à ces personnes-là, surtout dans leur contexte où la réanimation c'est quelque chose de tragique, c'est quelque chose qui est brutal, qui est douloureux pour les familles. Je pense que ça passe par de l'écoute, ça passe par de l'échange et par beaucoup de modération, dans le sens où les familles ont leur point de vue et je pense qu'on ne peut pas les juger sur le fait qu'elles veuillent aller chercher leurs informations par elles-mêmes. Donc je pense qu'il faut savoir les accepter, les prendre et après dialoguer à partir, ça peut servir de point de départ je pense, mais il ne faut pas que ce soit une vérité absolue. C'est un juste milieu à trouver. Alors vous prenez un dialogue nouveau avec une formule empruntée à Roland Bernard. L'écoute du cœur de l'autre avec son propre cœur. Ou encore selon Hippocrate, que tout le monde connaît bien sûr, c'est non l'affaire des yeux du corps, mais des yeux de l'esprit. Ce sont des belles formules. Alors comment dans votre formation, parce que je me suis posé cette question aussi, mais comment dans votre formation vous êtes préparé à affronter les dures réalités, celles des patients, celles des familles, et la dure réalité qui est la vôtre, nous médecins. C'est vrai, je dirais qu'on est, il y a eu une grande époque où peut-être les plus vieux médecins nous disaient qu'il fallait nous blinder, qu'il fallait nous durcir face à la réalité et que tout ça ne devait pas nous affecter nous en tant que praticiens, puisque on était là pour on se donnait une image de on devait être au-dessus de tout ça. En réalité c'est pas vrai, on n'est pas au-dessus de tout ça, on est nous aussi des humains et on a aussi notre sensibilité face à chaque situation. Et j'ai l'impression en tout cas de plus en plus dans les formations, dans les filières de santé, on essaye de ramener des cours de communication, des cours de sciences humaines, des cours d'éthique, pour nous apprendre justement à savoir lâcher prise quand il le faut, pour pas devenir malveillant entre guillemets, sans vouloir, mais en devenant délétère pour ses patients et pour leurs proches. On sent que de plus en plus dans de ramener de la science humaine, là où la médecine a pendant longtemps, sur les dernières décennies, voulu, à tort ou à raison, s'ancrer dans une science très technique. Et je pense que ça passe par là et ça passe aussi par de l'échange, de ramener de la communication interprofessionnelle avec les équipes médicales, les équipes paramédicales, les autres formations et l'ensemble en fait des sphères de la société, parce que la santé ça touche à toutes les sphères de la société. Donc je pense que ça passe par là. Et comme je disais, beaucoup de dialogue, beaucoup de ramener les patients dans leur prise en charge, les associations de patients pour comprendre qu'est-ce qui les importe eux et qu'est-ce qui nous importe nous, et construire quelque chose de neuf pour tout ça. Très bien, en tout cas je vous recommande la lecture aussi de cet essai qui est empreint de beaucoup d'humanité. Et je pense que là, Antoine, vous allez faire un médecin humain. En espérant vous enverrez votre virement. Tu viens. Tu viens. Venez. Oui, vous êtes présent. Bien, alors nous arrivons au premier prix. J'ai oublié de dire tout à l'heure, le deuxième prix est de 1 500 €, celui-ci est de 2 000 €. Alors, je dois dire qu'au niveau du jury, le premier puis le deuxième étaient vraiment très proches. On a beaucoup discuté. Mais le choix, c'est que Damien Joyeux, qui est ingénieur Saint-Étienne, du district 1710, la gouverneure du secteur est aux anges. Et le coordinateur qui est là aussi. Et le coordinateur aussi, enfin, bref, tout va bien. Alors, vous avez traité le sujet de l'ingénieur, ça va bien. L'ingénieur du XXIe siècle,
humain augmenté ou professionnel dépassé. Alors, vous êtes accompagné aussi par votre professeur, c'est ça, voilà. Je vais demander de vous dire. Très bien. Voilà. Alors, c'est Responsable de l'enseignement de gestion. L'intégralité des formations. il est normal qu'elle soit aussi à l'honneur, elle s'est déplacée. Vraiment. Je la remercie. Elle est très, vraiment, on le voit. Hein. Alors qu'il s'agisse de l'introduction ou de la conclusion, vous annoncez que l'ingénieur est un passeur d'humanité. Alors qu'entendez-vous par là? Sans boussole, même les cartes les plus précises ne peuvent nous mener au bon endroit. Parce qu'en fait, sans boussole, même avec les meilleures technologies, on n'arrivera pas à résoudre les problèmes actuels. Et donc, ce sont deux choses indissociables. Et si l'ingénieur doit être un passeur d'humanité, c'est pour répondre aux enjeux de demain, mais en fait du XXIe siècle, c'est aussi aujourd'hui. Parce que si nous avons aujourd'hui à notre portée des technologies qui sont de plus en plus fiables, de plus en plus performantes, elles ne seront jamais aussi utiles et efficaces sans l'humain derrière pour la diriger. Et justement, les technologies, c'est la carte qui est très précise, mais l'humain et l'ingénieur, mais aussi tous les professionnels de santé, les politiciens, c'est la boussole qui accompagne cette carte. Eh bien, voilà bien explicité. Alors, vous relevez l'écart, c'est vous qui le dites aussi, entre la courbe exponentielle de l'innovation et de l'autre côté, la capacité d'adaptation des individus. Alors, que préconisez-vous pour réguler ce cercle qui pourrait devenir infernal sur le plan humain? Oui, en fait, on remarque qu'au fil des années, depuis les nouvelles études sur le nucléaire, l'Internet, aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle, l'innovation technologique, je dis qu'elle est exponentielle, parce que plus on en apprend, plus on arrive à en apprendre, alors que derrière l'adaptation, que je catégorise sur trois courbes, qui elles sont plutôt des courbes affines, plus linéaires, on retrouve en fait d'abord les gens, les particuliers, qui arrivent à s'adapter à une certaine vitesse à l'innovation technologique, mais pas assez vite. Derrière, on peut trouver les entreprises qui s'adaptent aussi à leur vitesse aux technologies pour la concurrence avec les grandes multinationales. Et enfin, les institutions, je les classe dernières dans cette course pour rattraper l'innovation technologique. Les institutions, il faut reconnaître que c'est celles qui ont le plus de mal à avancer, à rattraper pour réduire cette dette technologique qui est une dette croissante entre l'évolution et notre adaptabilité. On peut parler d'endettement technologique. C'est de l'endettement technologique. Alors, je termine par, c'est vous qui avez fait appel à lui, je dis, au secours, François Rabelais. Oui. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors comment concrètement adapter notre société à une situation qui peut vite nous dépasser? Vous avez partiellement répondu, mais vous préconisez dans la formation des ingénieurs l'étude du droit, de la sociologie, qui nourrissent l'humilité intellectuelle. J'ai envie de vous dire, mais encore. Non. Exactement, ça rejoint l'idée de passeur d'humanité. En fait, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on a des formations qui sont tous très spécialisées. On est spécialisé dans le médical, dans les finances, dans la politique. En fait, peu importe le domaine où on se spécialise, on se doit d'avoir des connaissances générales surtout, et surtout l'éthique. L'éthique, elle est présente partout. C'est pour ça, on a souligné d'ailleurs
On a lu des essais qui relèvent de tous les domaines, de toutes les écoles, des écoles de management, des facultés de médecine, etc. Parce que l'éthique, elle est partout. Elle est aussi bien dans les institutions que dans les entreprises, dans les gouvernements. C'est l'éthique, on la retrouve dans le code pénal, on la retrouve partout. Donc, il faut se servir comme boussole. Très bien, merci. Donc je vous propose évidemment, Pierre, Champagnier, de est-ce que remettre. je peux lui adresser des félicitations? Bien sûr. Alors je voudrais adresser mes félicitations parce que je suis intervenante dans l'établissement où je suis intervenante autour de l'éthique, alors je suis fière, vraiment. Je voudrais lui dire que dans cet essai, il démontre combien il s'est approprié ce que dit Paul Ricoeur à propos de l'éthique, avoir le souci de soi, d'autrui et de la société. C'est ce que Pierre vient de résumer. Et puis je voudrais dire l'importance ici des coordinateurs, comme Jean, qui est dans mon district, et puis des personnes qui sont dans les établissements et qui vendent ce concours, et qui font la promotion de ce concours, et Fabienne, vraiment, fait un travail remarquable. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, jeune homme. Bravo. Tout à l'heure, on va faire une photo avec tous les lauréats, mais pour conclure, et je pense que M. Champagnier, vous pouvez faire de petites conclusions, et avec ce qui a été dit sur la formation des ingénieurs, j'imagine que vous avez des réflexions. Non, bah, je suis fier parce qu'on a maintenant une collaboration, les habitudes de collaboration avec l'ISTP. Il y a une formation des arts et métiers à l'ISTP à Saint-Étienne. Des jeunes qui sont nos camarades. Et je suis assez impressionné par ce que j'ai entendu, par ce niveau de réflexion. Je ne serais pas super positif sur l'idée de rajouter encore de la formation dans la formation d'ingénieur, parce qu'on a des formations qui font 3 ans et on a un peu de mal. Donc c'est bien qu'il y ait des gens comme vous qui se forment aussi, et qu'il y ait des établissements qui proposent aussi d'amener ces éléments de réflexion dans cette réflexion-là. Et puis bravo à toutes et tous qui avaient déjà ceux qui ont composé et puis ceux qui sont lauréats. Je pense qu'on peut être très fiers de vous. Merci.